Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Derade, je suis conseiller technique à la division des avis techniques du CSTC depuis 12 ans et je vous propose, comme vient de l'annoncer ma collègue Julie, de vous présenter ici en début de matinée un petit peu la rénovation énergétique du patrimoine de manière spécifique par rapport à tout ce qui est menuiserie extérieure et vitrage. Alors, en pratique, la présentation s'articule sur 5 axes différents. Premier point qu'on va aborder ici, c'est un petit peu le contexte général de ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui sur le bâti et ce qu'on peut avoir vraiment en termes d'anciennes fenêtres et de nouveaux systèmes de fenêtres sur le marché. Je vais rappeler de manière assez brève les principes de base qui sont vraiment très importants d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries extérieures. Et puis, on abordera un petit peu les différents types de fenêtres et les solutions possibles pour la rénovation d'un point de vue énergétique, en abordant notamment, pour terminer, quelques cas un petit peu plus pratiques liés à de l'hygrothermie vraiment de base. Qu'est-ce que ça apporte en fonction des différentes solutions qu'on aura vues dans le point 4. Et on regardera un petit peu quels sont les risques de condensation et comment est-ce qu'on peut essayer de les limiter au maximum. Alors, le contexte général, eh bien, on se retrouve généralement dans le cadre de la rénovation avec des anciennes fenêtres. Il y a tout un tas, hein, évidemment, et c'est ça qui est toujours un peu difficile dans le cadre de ces présentations. On essaye d'être assez généraliste et de ne pas aborder trop de cas vraiment très particuliers, mais on se retrouve généralement avec des anciennes fenêtres, avec des sections relativement petites, souvent du simple vitrage, avec une étanchéité à l'air et à l'eau vraiment très limitée, et avec pas mal de problématiques d'évacuation de condensation superficielle qui ne sont pas toujours évidentes. Donc ça, en pratique, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des anciens bâtiments. Et si on compare ça de manière directe avec les fenêtres plus actuelles qu'on va retrouver sur le marché, on se rend compte que les performances sont très largement différentes, que les sections ont largement augmenté, qu'on va retrouver du double, du triple vitrage de manière très classique maintenant, et que tout ce qui est drainage des vitrages, du fond de feuillure, canal du fond de feuillure ou de la chambre de décompression, sont des choses qui sont incorporées maintenant directement dans ces nouveaux profilés. Et donc en pratique, il faudra voir un petit peu quand on va vouloir combiner des systèmes de menuiserie actuels, enfin qui sont en place et existantes, quand on va vouloir les combiner avec éventuellement un doublage de châssis ou autre dans les solutions qu'on verra un petit peu plus tard, à quoi on doit faire attention vraiment d'un point de vue hygrothermique et risque de condensation. Alors, évidemment, le bâti existant, on a toute une série de choses différentes qui existent. On a des cadres de fenêtres en bois, en acier, en fonte, en aluminium. On va retrouver beaucoup de simples vitrages, avec dans certains cas une valeur patrimoniale très élevée, esthétique tout aussi élevée, mais parfois aussi on va se retrouver avec des châssis qui seront dans un état qui n'est pas exceptionnel. Et donc il faudra voir dans les analyses ce qui est réellement possible d'un point de vue technique pour ne pas repartir sur quelque chose qui n'est malheureusement pas réexploitable. Donc on verra un petit peu dans quel cadre on peut récupérer, retravailler un châssis qui est présent dans une ouverture de baie, et dans quel cadre, effectivement, c'est très difficile. Alors, quelles sont les performances qui sont requises sur des châssis? Et là, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que sur des menuiseries extérieures, il y a énormément de performances et toutes ces performances sont très bien détaillées dans la norme référence sur les menuiseries extérieures qui est la NBN B25-002-1. C'est vraiment la norme qui reprend toutes les informations techniques spécifiques de performance et autres pour les menuiseries extérieures. Et les points qui sont vraiment fondamentaux sont les points d'étanchéité à l'eau et à l'air, que j'ai abordé et que je vais redétailler de manière assez rapide juste après dans les quelques slides qui suivent. Mais aussi pour les menuiseries, il y a tout ce qui est résistance au cambriolage, économie d'énergie, confort thermique, isolation acoustique, résistance au choc lié éventuellement à la chute de personnes. Il faut que ça reste fonctionnel et manœuvrable, hein, il faut qu'on puisse ouvrir son châssis dans des conditions tout à fait normales, il faut que ça résiste au vent dans des conditions un peu exceptionnelles. Et donc on se rend compte que, grosso modo, les menuiseries, bon, ça reste un élément de façade pour lequel l'étanchéité à l'eau et à l'air est fondamentale, mais il y a aussi toute une série d'autres paramètres
et de performance qui sont requises et qui sont tout aussi importantes dans le cadre de l'utilisation de ces menuiseries. Alors, pourquoi est-ce qu'on refait toujours ce genre de petites présentations très rapides sur l'étanchéité à l'eau et à l'air au niveau des menuiseries? Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un paramètre qui est vraiment fondamental, et notamment pour tout ce qui est problème d'infiltration d'eau éventuelle qu'on peut retrouver au niveau de la menuiserie même ou de raccord entre la menuiserie et le gros œuvre. Et donc là, le premier point fondamental qui en général est assez bien connu du secteur, c'est que en Belgique, les pluies principales et dominantes sont des pluies qui proviennent essentiellement du sud-ouest. C'est ce qui est représenté sur le petit graphique sur la droite du slide ici en l'occurrence. Donc quand on regarde un petit peu l'intensité des vents belges, eh bien, on se rend compte que grosso modo, pratiquement tous les vents dominants à forte intensité proviennent du sud-ouest et sont vraiment orientés sur cette orientation. Donc en pratique, ça veut dire que les gros soucis qu'on va retrouver au niveau de l'étanchéité à l'eau vont généralement être liés aussi à tout ce qui est orientation sud-ouest. Les deux vont évidemment de pair, et ça a un impact évidemment fondamental dans tout ce qui est entretien, choix de finition de menuiserie et autres, puisque forcément on sait très bien que ce sont ces châssis et ces menuiseries-là qui vont généralement être fortement sollicités et se dégrader plus rapidement. Alors le principe des menuiseries actuelles, et on va comparer ça juste après avec le principe des menuiseries plus anciennes, simple vitrage avec des feuillures ouvertes, eh bien c'est d'avoir en pratique une barrière d'étanchéité à l'eau qui est numérotée 1 sur la droite sur le petit schéma, et une barrière d'étanchéité à l'air, donc une frappe qui est numérotée 4 sur le petit schéma toujours sur la droite. Cette double barrière permet d'avoir une zone de décompression dans le petit orifice qui est numéroté 2. Donc en pratique, dans ce petit orifice-ci, vous avez vraiment la chambre de décompression qui est présente. Et donc là, en pratique, cet élément, eh bien, devra permettre d'avoir quelque part une étanchéité à l'eau parfaite, puisque la pression de vent n'arrivera pas à passer côté intérieur, sera bloquée, et donc l'eau éventuelle qui arriverait à passer jusqu'à cette chambre de décompression n'aura pas la force pour pénétrer à l'intérieur du châssis, mais sera drainée via le canal de drainage. Idem pour le canal de fond de feuillure ici, le numéro 5, qui est également drainé et qui, en pratique, permet, si jamais il y a de l'eau qui passe au niveau des joints, d'évacuer cette eau du fond de feuillure vers la chambre de décompression. Donc c'est vraiment ce principe pour l'étanchéité à l'eau qui est fondamental, c'est-à-dire il faut vraiment cette double barrière qui temporise. C'est un peu le même principe que le double mur, le mur creux qu'on retrouve classiquement dans la construction actuellement. Et donc c'est ce principe-là qui permet d'avoir une étanchéité à l'eau vraiment de manière très performante. Alors, avant ça, on travaillait de manière assez régulière avec des simples vitrages qui étaient posés dans des feuillures ouvertes, donc souvent avec un mastic spécifique pour les vitrages. On était forcément très fortement limité en surface de verre, généralement on parlait de 2 mètres carrés, et en épaisseur de verre également, et ce sont des choses qu'on retrouve encore assez classiquement au jour d'aujourd'hui dans des bâtiments classés, mais qui nécessitent un entretien très important. Et dans ces cadres-là, dans ce cadre-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident en termes d'entretien de pouvoir garantir quelque chose qui est durable en fonction du type d'huile qu'on va retrouver et des dégradations qu'on peut avoir. Notamment, c'est le cas ici avec l'huile de lin qui plaît particulièrement aux oiseaux et qui vient se faire dégrader. Donc c'est une pose d'un simple vitrage dans une feuillure ouverte ici, avec l'huile de lin en fait qui est utilisée au niveau du mastic et qui plaît énormément aux oiseaux. Et donc voilà, ça peut entraîner des effets un peu secondaires qui ne sont pas toujours effectivement 100%, je vais dire, allez, on ne peut pas les empêcher à 100% en pratique là derrière. Alors si on a cette étanchéité à l'eau et à l'air qui est présente, notamment sur un châssis fixe ici qui est représenté, eh bien c'est un peu le même principe que ce qu'on a vu
Il y a 2 slides sur le principe de cette chambre de décompression et du drainage du fond de feuillure, du canal du fond de feuillure. Donc on a un peu ce joint qui est présent et qui fait tampon et qui empêche quelque part en fait à l'eau en grande quantité de pénétrer, mais pas à 100%. Et donc ça c'est important, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les joints qui sont présents en périphérie et représentés en vert là sur la petite coupe à droite de l'écran, eh bien ce sont des choses qui ne garantissent pas une étanchéité à 100%. Il est absolument nécessaire de prévoir un drainage du fond de la feuille. Et donc ça, c'est important de bien le retenir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouvait au niveau des différents types de fenêtres? Eh bien, historiquement, on retrouvait pas mal de fenêtres coulissantes ou à guillotine, avec souvent une partie fixe et une partie ouvrante qui était balancée, hein, avec une masse en équilibre. Et donc, ce dispositif-là, ben, ce sont des choses qu'on va retrouver pas mal dans des bâtiments qui sont existants et classés. Et puis, pour tout ce qui est fenêtres battantes, eh bien, on va retrouver, pour tout ce qui est composition en bois, on va retrouver souvent une sorte de profilage avec un demi-cercle. On remarque sur la coupe ici en bas qu'on n'a pas cette double frappe, hein, comme je vous... cette double barrière d'étanchéité, on n'a pas cette double frappe qui est présente. On avait simplement une simple frappe. Et très régulièrement, à l'arrière du simple vitrage, on avait une petite reprise du canal. Donc, il y avait un petit canal de reprise d'eau, de condensation qui était présent et qui permettait aussi de drainer cette eau de condensation vers l'extérieur. Donc, le principe était déjà en quelque sorte un peu présent. Ça, c'était pour les fenêtres bois. On a aussi toute une série de fenêtres en acier, hein, donc avec un profilage généralement assez mince, souvent des profilés en Z, avec différents types d'ouvertures, notamment des éléments tabatières pivotantes ou battantes. Donc ça, c'est aussi l'historique, hein, qu'on peut retrouver des bâtiments plus anciens en Belgique. Et on retrouve aussi dans ces bâtiments de manière assez classique des croisillons qui peuvent soit être incorporés et métalliques, et là il faut faire attention à tout ce qui est déperdition thermique, et ils peuvent être également incorporés en bois. Là l'impact est un peu plus limité, mais ça reste toujours effectivement quelque chose qui est important d'un point de vue, je vais dire, isolation thermique et autres. Et puis on peut retrouver dans des systèmes plus récents maintenant des croisillons qui sont recollés simplement en surface du verre. Ce sont des choses qui sont de plus en plus habituelles au jour d'aujourd'hui et qu'on retrouve de plus en plus dans les nouvelles constructions. Alors, quelles sont les solutions vraiment possibles en termes de rénovation pour les menuiseries? Eh bien, il y a d'abord, selon moi, une première évaluation à faire. Cette première évaluation doit tenir compte, d'une part, de l'impact et de l'étude sur la menuiserie par rapport à sa valeur patrimoniale. Est-ce que ça a un intérêt, oui ou non, de conserver la menuiserie, le châssis tel qu'il est? Et deuxième point dans la première évaluation, et qui est fondamental aussi, est-ce que l'état de conservation permet d'avoir une récupération de ce châssis? Donc il y a certains éléments, on verra quelques petites photos par la suite, où malheureusement, en l'état, ce n'est pas possible de récupérer le châssis. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire en termes de rénovation, de récupération de ce châssis, mais il existera des cas où malheureusement, ce ne sera pas possible parce que le profilé en acier sera trop fortement corrodé ou parce que le bois aura été trop fortement dégradé en présence pas simplement superficielle, mais vraiment dans la matière. Ensuite, il faut déterminer qu'est-ce qu'on veut atteindre comme performance thermique, acoustique et d'un point de vue sécurité. J'y reviendrai dans quelques minutes sur ces trois termes-là. Et après, on peut voir dans une seconde évaluation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va essayer de le conserver, le châssis, les châssis, et de voir un petit peu comment, et on va donner quelques pistes pour savoir qu'est-ce qui est possible de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il est carrément préférable, point de vue technique et autres, de remplacer directement le châssis, les fenêtres existantes par un modèle soit plus récent, soit un modèle adapté qui ressemble, entre guillemets, à la fenêtre existante. Alors, cette première étude, la valeur patrimoniale, est-ce qu'il y a une valeur historique qui est présente? Ici, c'est une photo d'une façade qui date à peu près du milieu du XVIIIe siècle.
Ben, dans ce cadre-là, effectivement, on va retrouver toute une série de bâtiments où la réponse, ça va être oui. On a des menuiseries qui seront extrêmement rares. On va retrouver des menuiseries qui seront authentiques, avec vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être récupéré. On va avoir énormément de cas là derrière. Et donc, ben, la première question à se poser, est-ce que ça a vraiment un intérêt d'aller plus loin? Et là, il y a quelques cas qui sont notamment visibles sur cette photo, où on voit bien qu'il y a certains châssis qui ont été remplacés sans tenir compte forcément vraiment du style de l'époque. Et on voit bien que l'impact, je vais dire visuel et esthétique, est quand même très largement affecté par rapport au style existant du bâtiment. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez important, il faut en tenir compte. Et il ne faut pas forcément, quand on remplace la menuiserie, ben, partir sur quelque chose qui est fondamentalement différent en termes de couleur ou de profilage simplement des montants, des ouvrants, etc., etc. Deuxième point, la valeur artistique. Évidemment, il y a toute une série de cas où on va se retrouver avec des choses exceptionnelles. On voit bien que c'est le cas dans des styles art nouveau ou autres, où on va même avoir de la quincaillerie qui va être très spécifique. Ben, sur ce genre de bâtiment-là, évidemment, garder l'authenticité et revenir à quelque chose qui est très très proche de ce qui est existant, ça a évidemment un intérêt très très important dans le cadre de la rénovation de la menuiserie et des façades. Alors pour tout ce qui est contrôle, on va aussi devoir voir si les châssis sont conservables ou non. Et donc là, en pratique, pour le bois, ça se traduit par des pourritures avancées éventuelles. Et là, il n'y a pas de miracle. Quand on va avoir des pourritures comme ça qui vont se présenter, ça sera pratiquement toujours sur les façades fortement sollicitées, hein, donc le sud-ouest, comme on l'évoquait il y a quelques minutes. Et généralement, ce qui souffre le plus, ce sont les lisses inférieures, pratiquement toujours d'ailleurs, ce sont les lisses inférieures qui vont se dégrader. Et souvent, c'est quand l'entretien et la finition au niveau du bois n'est pas suffisante ou n'est pas assez régulière en pratique. Pour tout ce qui est récupération du châssis, ben, il faudra voir est-ce que la nature et l'ampleur de l'attaque est très importante ou pas. Est-ce qu'on peut le récupérer? Est-ce que le bois est suffisamment durable ou pas? Ce sont des questions qu'on devra se poser et qu'on va aborder ici dans quelques minutes. Alors, quelles sont les performances qu'on souhaite atteindre? Ben forcément de la thermique. On veut améliorer les performances thermiques des bâtiments. C'est un objet évidemment, c'est une discussion importante dans le cadre de la rénovation actuelle. Mais on veut aussi améliorer le confort acoustique et donc essayer de limiter tout ce qui est bruit qui pourrait venir et provenir de la voie publique, de la rue. Et en termes de sécurité, quels sont les différents points qu'on peut citer? Eh bien, principalement, c'est la sécurité d'utilisation, donc la hauteur de chute, la risque de chute, les hauteurs de protection à prévoir, donc tout ça est assez important. On peut éventuellement aussi avoir des discussions sur la résistance au cambriolage ou en fonction du bâtiment qu'on peut avoir, certaines exigences en matière d'incendie qui pourraient apparaître si les menuiseries ne sont pas espacées suffisamment. Bon, c'est plutôt rare sur des bâtiments plus anciens, mais ce sont des questions qu'on devrait pouvoir se poser dans certains cas. Et alors, pour en revenir à tout ce qui est menuiserie en bois et attaque biologique, eh bien, les dégradations peuvent, dans certains cas, nécessiter des remplacements. Hein, donc, il faut forcément, dans ces cadres-là, quand on doit retravailler des pièces de bois bien spécifiques, comme sur la droite de l'image ici, il faut vraiment avoir du savoir-faire pour pouvoir intervenir et réaliser ce genre de travail, parce que ça nécessite d'être très minutieux, d'être très soigneux, et c'est pas toujours évident à réaliser. Hein. Donc en pratique, on se rend parfois compte quand on démonte le châssis qu'il est plus dégradé que ce qu'on pensait, et donc voilà, les interventions sont pas toujours si faciles que ça. Sur l'image de gauche, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a utilisé des résines synthétiques. Et ces résines synthétiques qui sont appliquées en fait en réparation du bois, ben, ce sont des systèmes qui sont assez durables et qui fonctionnent assez bien, même si ici l'exécution n'est peut-être pas forcément la plus jolie et la plus belle, mais par contre, il faut faire attention au niveau de ces résines synthétiques, quand on les met en application, de ne pas créer de zones trop problématiques au niveau de la condensation. Donc, ce sont des produits qui sont essentiellement et très fortement étanches à la diffusion de vapeur. Et donc, si on les met en grande quantité sur des grandes surfaces,
ça peut être problématique dans certains cas d'un point de vue condensation. Donc voilà, ces deux points-là. Il y avait également tout ce qui était risque lié à la corrosion et pour tout ce qui est menuiserie en métal ou en acier. Et donc là, il y a des démontages, des réparations en atelier qui sont possibles avec éventuellement un retravail de galvanisation à froid ou avec une application de couche de peinture, etc. Tout ça est possible. Alors en termes de durabilité, je ne vais pas trop m'attarder là derrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de durabilité, on parle de durabilité du duramen, jamais de l'aubier, puisque l'aubier n'est jamais classifié en termes de durabilité dans une classe meilleure que 5, 5 étant la moins bonne. Et donc quand on parle de durabilité naturelle, on retrouve des essences de bois en classe de durabilité 1 qui sont vraiment des essences très durables, et en pratique, ça va jusqu'à la classe 5, et c'est la moins bonne classe, et c'est une résistance vraiment à tout ce qui est champignons qui va créer, entre guillemets, de la pourriture molle, et c'est vraiment lié à ça que la durabilité est importante. Donc ce point de durabilité est à mettre en parallèle avec les classes d'emploi. On retrouve 5 classes d'emploi également, donc classe d'emploi 1 complètement à l'intérieur, sans humidification possible, à la classe d'emploi 5, où on se retrouve directement en bordure maritime, juste en contact avec la mer, quoi, hein. Donc ça, c'est vraiment le principe. Et donc en pratique, quand on regarde un petit peu la matrice entre les classes d'emploi de manière horizontale et les classes de durabilité de manière verticale sur le slide ici, eh bien on se rend compte que tout ce qui est classe de durabilité 2 et 1 ne doivent jamais être fini. Donc on ne doit pas prévoir ni de préservation dans ce cadre-là. Il faudra toujours prévoir une finition sur le bois, mais la préservation n'est pas indispensable en tant que telle. À partir de la classe de durabilité 3, mais là, dans certains cas, il sera nécessaire de prévoir une préservation sur le bois. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a certaines essences, même classiques et plutôt anciennes, qui nécessitent donc d'avoir des préservations du bois pour le rendre plus durable et améliorer sa durabilité naturelle. Attention toutefois à ne pas toujours confondre la dégradation superficielle. Bon, la photo est un peu surexposée et pas super claire, je m'en excuse, mais donc ici, ce qu'on a sur cette photo, c'est simplement une dégradation de la finition. On voit bien que le bois derrière n'a pratiquement rien et qu'un léger coup de ponçage va pouvoir tout à fait récupérer le bois et l'état de surface du bois. Donc il y a vraiment le superficiel qui n'est pas trop inquiétant, d'une dégradation type pourriture molle qu'on va retrouver. Et donc cette pourriture molle, vous l'avez typiquement quand vous arrivez à rentrer un tournevis assez fin, assez facilement dans le bois. Ça, c'est vraiment l'exemple typique de la dégradation qu'on va retrouver d'un châssis qui est fortement dégradé. Alors, quelles sont les possibilités d'amélioration? Eh bien, il y en a au moins 4 qui seront vues dans les prochains slides ici. Il y a le survitrage qu'on vient appliquer côté intérieur. Il y a le remplacement du simple vitrage par un profilé, en tout cas par un double vitrage, éventuellement avec l'adaptation d'un profilé spécifique. On peut retravailler avec un doublage, souvent côté intérieur, parfois côté extérieur, où on peut remplacer en fait la menuiserie avec ou non une forme, quelque chose qui ressemble de manière plus ou moins prononcée à la menuiserie au châssis qui était en place au départ. Et premièrement, un premier point qui est très important dans le cadre des améliorations qu'on peut avoir, c'est en fait améliorer l'étanchéité à l'air entre la menuiserie et le gros œuvre, mais aussi au sein de la menuiserie, hein. Donc toutes les menuiseries anciennes n'ont pas du tout de frappe ou de joint généralement d'étanchéité à l'air, et donc on peut travailler avec des fraisages spécifiques et des bandes d'étanchéité. On peut essayer d'améliorer ses performances déjà sur des menuiseries extérieures existantes. Donc c'est pas évidemment ce qui va présenter les meilleures performances ni d'un point de vue thermique ni d'un point de vue confort, mais ce sont des choses qui permettent déjà d'améliorer vraiment les performances d'étanchéité à l'air et donc indirectement aussi les performances de déperdition thermique. On va limiter les déperditions. Alors, l'avantage, c'est qu'on va limiter avec cette technique les pertes, on va améliorer le confort et l'isolation acoustique également. Par contre, évidemment, il faut regarder d'un point de vue ventilation ce qu'il en est, mais ça, c'est une remarque qui est valable pour tous les remplacements éventuels ou les améliorations liées aux menuiseries extérieures, c'est-à-dire que classiquement, quand on a un ancien châssis où l'étanchéité à l'air n'est pas extraordinaire, on sait que ça ventile naturellement. On sait aussi que dès qu'on vient remplacer ou améliorer les performances d'étanchéité à l'air au niveau de ces menuiseries, ben ça
ça crée dans quelques cas des problèmes de condensation qui ne sont pas forcément voulus. Et donc ça, c'est un point qui est valable à peu près dans tous les cas de figure de ce qu'on va présenter ici dans les prochains slides. Deuxième possibilité, c'est de travailler avec un doublage. Donc on vient repositionner côté intérieur un châssis actuel, peu importe le type de châssis, pour l'exemple ici en bois. L'avantage, c'est qu'on a une énergie et une isolation acoustique qui sont des performances de très haute qualité. On conserve l'aspect esthétique et la valeur architecturale à l'extérieur, bon, plus ou moins, parce qu'évidemment, le châssis intérieur est toujours légèrement visible, hein, donc en pratique, c'est toujours un peu le cas. Par contre, ça nécessite un entretien et une utilisation qui est un petit peu plus laborieuse et un peu plus, en termes d'entretien, fréquente et nécessaire que simplement le châssis en place actuel. Et ça réduit aussi généralement assez fortement la transmission de l'énergie et donc de la lumière vers l'intérieur. Donc ça, ce sont des choses auxquelles effectivement il faut bien garder ça à l'esprit. Autre risque, c'est aussi d'avoir des risques de condensation et d'ici quelques minutes, je vous montrerai un petit peu quelles sont les solutions par rapport à ça. Et donc le risque, c'est d'avoir une température superficielle trop froide sur le châssis ou sur le vitrage, simple vitrage côté extérieur. Et donc on verra un petit peu comment est-ce qu'on peut solutionner ça. Donc ici, le doublage a été fait. Bon, par contre, on voit assez bien le doublage. Hein. Pour l'aspect esthétique, c'est peut-être pas la plus belle réalisation et le plus bel exemple. Mais donc le doublage a bien été fait ici en conservant l'extérieur et en doublant par l'intérieur d'un double vitrage, châssis double vitrage. Alors, ces possibilités d'amélioration, eh bien, il faudra garder à l'esprit, un petit peu comme sur la menuiserie et les tout premiers slides ici de la présentation, qu'il faut recréer la double barrière d'étanchéité. Et donc, indirectement, il faudra prévoir, en cas de condensation et risque de condensation dans l'espace entre les deux châssis, il faudra prévoir en fait un système qui permettra d'évacuer cette humidification, cette présence d'humidité qui est présente à cet endroit-là. Et donc, pour ça, il faudra un petit peu réfléchir à ce qui est possible et prévoir éventuellement, effectivement, un petit canal de drainage, une sorte de drainage de la chambre de décompression, comme on l'a vu là tout de suite. Autre possibilité, c'est de prévoir un doublage côté extérieur, mais ça, généralement, c'est assez rare puisque l'aspect esthétique est quand même fortement entravé. D'un point de vue architectural, c'est quand même pas exceptionnel. Bon, ça se fait dans certains cas, mais donc, voilà, c'est quelque chose qui est envisageable, mais qui est quand même assez peu courant. Autre possibilité, donc, c'est de retravailler avec un survitrage côté intérieur. Alors, l'avantage, c'est qu'on améliore quand même, d'un point de vue acoustique et énergétique, les performances de l'élément existant, tout en conservant la fenêtre et le vitrage existant. L'intervention n'est pas si grande que ça. Et en plus, si on met ce survitrage côté extérieur, eh bien, on a une protection du châssis de l'ancienne fenêtre en fait, qui se fait de manière naturelle, ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose. Donc voilà, ce sont des points qui sont plutôt positifs. L'inconvénient là derrière, c'est évidemment qu'on augmente le poids propre des ouvrants de la fenêtre. Donc il faut évidemment que la quincaillerie puisse accepter cette augmentation du poids propre. On va avoir un impact esthétique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur qui va pouvoir être un petit peu amoindri. C'est quand même pas le plus beau de ce qu'on peut retrouver non plus, hein, il faut rester honnête. Et puis, il y a aussi forcément un risque de condensation entre les vitrages, où là, il faudra vraiment que l'étanchéité à l'air côté intérieur soit vraiment très bonne pour éviter qu'il y ait des fuites d'air qui puissent aller sur la feuille de verre extérieure qui sera plus froide et sur laquelle ça pourrait venir condenser. Et alors, évidemment, on perd en transmission gain énergétique positif et en lumière de manière assez directe. Avant-dernière possibilité d'amélioration, donc c'est de recoller un film sur le vitrage existant. C'est évidemment très rapide, c'est un coût qui est relativement limité par rapport aux autres points qu'on a pu voir avant, qu'on va voir après. Par contre, là, évidemment, le risque de bris de verre par choc thermique est un peu plus important, puisqu'on va un petit peu modifier la transmission de la chaleur, et donc il y a quelques risques là derrière qui sont possibles. Et l'impact vraiment de cette solution n'est pas non plus super élevé. Donc c'est une solution qui existe, qui est facile à mettre en œuvre, mais qui ne donne pas vraiment des résultats exceptionnels d'un point de vue performance énergétique et gain énergétique.
Et alors la dernière possibilité, ben, c'est de remplacer le vitrage existant en travaillant avec un double vitrage généralement, éventuellement avec une adaptation du profilé de soutien du double vitrage. C'est d'autant plus faisable maintenant avec les doubles vitrages sous vide qu'on retrouve de plus en plus sur le marché. Et donc là, de ce côté-là, ben, on améliore fortement tout ce qui est énergétique et acoustique. On conserve tout ce qui est châssis existant et généralement le coût n'est pas si élevé que ça. Bon, ça dépend s'il faut retravailler avec une fraise complètement enfin, ça dépend un petit peu de la technique et de l'état de dégradation du châssis existant, mais il y a des possibilités qui sont encore faisables de ce point de vue-là. Par contre, ça nécessite de vérifier évidemment que la quincaillerie peut reprendre le poids des ouvrants qui est augmenté quand même de manière assez importante. Esthétiquement, ça se voit, hein, on ne sait pas faire autrement. Et alors, ça nécessite aussi de revoir le drainage du canal de fond de feuillure. Donc, sur tout ce qui est simple vitrage, on avait une pose en feuillure ouverte qui n'est pas drainée, mais par contre, si on passe à un système de double vitrage, ben là, il faut obligatoirement que ce soit drainé. Ah, donc, ce sont des choses qui sont réellement faites au quotidien par souvent des entreprises vraiment spécialisées là-dedans. Et donc, avec des fenêtres en bois, on peut fraiser et adapter sans trop de difficulté le système. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est fenêtres en acier, là, c'est un petit peu plus difficile parce que il faut, pour du double vitrage, avoir une hauteur de prise en feuillure généralement de 14 mm et une hauteur utile de feuillure de 18. Et là, souvent, les hauteurs existantes sur les châssis en acier sont plutôt de l'ordre de 12-13 mm. Donc, c'est souvent un petit peu limite. Et donc là, ça peut limiter dans certains cas un peu les solutions. Donc, ce sont des choses qui sont réellement faites. Et donc, voilà, ici, ça a été réalisé et esthétiquement, on voit bien qu'il y a une surépaisseur au niveau du cadre du vitrage, mais ça reste quand même plus ou moins discret. C'est visible, hein, on peut pas le dire autrement, mais ça reste plus ou moins discret par rapport aux autres solutions qu'on peut avoir. Et puis alors, tout dernier système, évidemment, c'est de remplacer la menuiserie. Donc là, on est certain des performances qu'on va avoir. On peut adapter ces performances aux besoins spécifiques en choisissant vraiment par rapport à ce que le client souhaite, toutes les performances autres que thermiques et classiques qui sont demandées. Donc tout ça est tout à fait faisable. Par contre, ça a un impact quand même souvent assez important sur l'aspect et pour tout ce qui est conformité avec vraiment le bâtiment dans lequel est placé l'élément. Alors évidemment, en termes de coût, c'est pas toujours facile non plus à gérer, puisque ça peut avoir un impact assez élevé, surtout quand vous avez des éléments vitrés ou de châssis qui sont cintrés, comme sur l'exemple ici. Donc c'est tout à fait faisable. Voilà, ce que je propose dans les 10 petites dernières minutes qui nous restent ici, c'est de voir un petit peu, d'un point de vue hygrothermique, ce que ces solutions qu'on vient de présenter peuvent apporter. Voir un petit peu quels sont les gains, est-ce qu'ils sont limités ou pas, avec quelques exemples chiffrés et pratiques. Alors simplement, en principe de base, on va aborder dans les prochains slides pas mal le coefficient U, hein, donc de conductivité thermique. Et donc ce coefficient, pour rappel, c'est l'inverse de la résistance thermique totale. Et la résistance thermique totale, c'est bien la superposition, la somme de la résistance thermique de toutes les couches qu'on va retrouver. Hein, donc dans le cadre d'un double vitrage, sur l'exemple ici représenté à droite, la résistance thermique totale, c'est bien le R1 plus RS plus R2. Et à ça, il faut tenir compte des mouvements d'air limités de part et d'autre de l'élément. Et donc voilà, c'est vraiment la somme de tous ces éléments-là qui jouent, en sachant que dans le RS, donc la couche intermédiaire, mais ça dépend forcément de l'épaisseur de cette couche dans le double vitrage, mais aussi de la nature du remplissage. Est-ce qu'on a un gaz, est-ce qu'on a de l'air? Et aussi essentiellement de l'émissivité qu'on va retrouver au niveau des positions 2 et 3. Donc les positions 2 et 3, c'est vraiment dans l'espace du double vitrage, quelle va être l'émissivité qu'on va pouvoir travailler de ce côté-là. Toujours dans les principes de base, quelque chose qui est très important de retenir, c'est que vous avez aussi des pertes au niveau de l'espaceur. Hein, donc vous avez forcément une valeur U pour le vitrage qu'on appelle UG, glace en anglais. Et donc elle est connue et sur du double ou du triple vitrage, on connaît très facilement les valeurs
de ces valeurs U dans les catalogues des fabricants actuels. Vous avez au niveau de la menuiserie, du châssis, du profilé, directement le coefficient UF. Et là aussi, on peut retrouver chez les fabricants la valeur directe de performance de ce coefficient UF. Mais il faut aussi tenir compte des pertes au niveau de l'intercalaire. Et ça, c'est fonction de la longueur du périmètre de votre intercalaire et de la perte en fonction de votre intercalaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà isolant, un intercalaire performant ou pas de ce point de vue-là? Et quand on calcule et quand on essaye d'estimer un petit peu ces pertes, ben c'est quand même plusieurs pourcents qui sont perdus au niveau de cet intercalaire. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Il y a quelques exemples qui ont été donnés ici pour un cadre de fenêtre, d'abord en haut, en bois. Si vous prenez un vitrage dimension par défaut 1,23 par 1,48, pour l'exemple ici, on a 70% de verre et 30% de cadre en bois. Eh bien, si on prend une valeur, donc un chêne en 45 mm d'épaisseur et un simple vitrage, on remarque que le U global pour le window, donc UW ici global pour l'ensemble, on va atteindre 4,7 watts par mètre carré Kelvin. Et si on a un cadre de fenêtre en métal avec les mêmes dimensions, on a un petit peu plus de vitrage, puisqu'évidemment le recouvrement métallique est un peu plus faible que pour le bois. On a une valeur de départ au niveau du métal qui est moins performante que pour le bois, mais on voit que la performance initiale au niveau de l'ensemble du châssis plus du vitrage est moins bonne que pour le premier exemple avec le bois. Ces valeurs-là sont à mettre un peu en parallèle avec ce qu'on retrouve classiquement sur du marché vraiment standard au jour d'aujourd'hui, à savoir un châssis bois en 68 mm avec un double vitrage à haut rendement, faible émissivité, où on va retrouver grosso modo pour l'ensemble, au lieu de 4,7 dans l'exemple précédent, mais plutôt une valeur pour le châssis plus vitrage de 1,5. Des possibilités de travailler avec un film collé sur le vitrage, comme on l'a vu. On va pouvoir, par ce film, pour autant qu'on choisisse un film qui a une réduction avec un coefficient d'émission assez faible, on va pouvoir déjà gagner quand même plusieurs dizaines de pourcents. Et donc, on va pouvoir passer sur le verre, on va pouvoir descendre de 5,7 à peu près à 3,6 watts par mètre carré Kelvin. C'est quand même déjà quelque chose. Si on prend l'exemple du survitrage, donc on vient rajouter un survitrage ici avec 15 mm de vide, un vitrage de 4 mm d'épaisseur, eh bien on peut atteindre au niveau du verre une valeur qui est 2 fois plus faible que celle du simple vitrage, puisqu'on a doublé entre guillemets l'épaisseur du verre et on a cette lame d'air qui est très favorable ici entre les deux. Et si on vient travailler avec une feuille de verre transparente qui est en plus à faible émissivité, ben là on voit qu'on peut carrément diviser par plus que 3 la valeur. On peut atteindre des choses qui sont proches, entre guillemets, d'un double vitrage posé dans un châssis actuel, tel que l'exemple qu'on a donné il y a 2 slides. Si on remplace le vitrage par un double vitrage, ben là ça dépend fortement du type du remplissage, donc de l'air ou du gaz, et donc on va atteindre assez facilement des valeurs de UG de l'ordre de 1, 1,1. Donc là, l'impact sera très important, évidemment, si on travaille de la sorte. Et si on vient faire un doublage côté intérieur, eh bien, en pratique, le doublage, on doit bien tenir compte des 2 châssis qui sont présents. Et ça, forcément, c'est la meilleure solution, puisque vous avez quelque chose qui est très performant côté intérieur et qui répond déjà à un standard actuel de ce qu'on retrouve sur le marché. Et qu'en plus de ça, on a quelque part le châssis existant, la fenêtre existante qui est présente. Donc là, forcément, ça donne des valeurs pour l'ensemble fenêtre et châssis qui sont très très faibles, puisqu'on peut pratiquement atteindre les 1 watt par mètre carré Kelvin. Donc c'est quelque chose qui est 5 fois plus performant que le châssis et le simple vitrage existant. Donc là, on a des performances thermiques qui sont très élevées, évidemment. Par contre, si on part d'une fenêtre métallique existante, on voit que quand on vient rajouter le même châssis côté intérieur en bois ici pour l'exemple, on va avoir aussi des valeurs très performantes. Donc on était à 1,1, on a pratiquement la même chose. Donc l'impact du métal à l'extérieur existant par rapport au bois qui était un peu plus performant à la base est évidemment amoindri, puisque ce qui apporte énormément d'un point de vue thermique, c'est ce qu'on retrouve côté intérieur maintenant, donc le double châssis qui est rajouté. Toute petite aparté sur l'impact des volets. Donc l'impact des volets quand il est fermé ici peut quand même être aussi très importante. Donc sur les bâtiments existants avec des volets, pour autant que
La perméabilité du volet est assez bonne, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mouvements d'air possibles au travers du volet. En pratique, dans ce cadre-là, eh bien, on retrouve des performances aussi où on peut atteindre facilement 25, 30, 40% d'amélioration par rapport simplement au simple vitrage existant. Donc, ça donne quelques dizaines de pourcents d'amélioration également de conserver, d'avoir quelque chose au niveau des volets qui est performant. Et alors, si on regarde l'impact des croisillons, eh bien, les croisillons vont avoir un impact généralement, plus vous en avez, hein. Donc, on a repris ici sur la partie verticale du graphique la valeur U au niveau global du châssis. Plus vous avez de croisillons et plus cette valeur pour des doubles vitrages va augmenter, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve assez classiquement. Plus vous avez de croisillons, plus vous avez de pertes. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que des croisillons sur du simple vitrage, en pratique, ce n'est pas forcément le cas. Le fait d'avoir énormément de croisillons n'influence pas énormément sur du simple vitrage, la performance thermique de l'élément. Quels sont les risques de condensation pour terminer ici les 3-4 minutes qu'il me reste, les 3-4 slides qui me restent à vous présenter? Eh bien, si je prends, et c'est ce que j'ai fait ici dans le cadre de l'exemple, un air intérieur à 20 degrés avec un taux d'humidité relative de l'air à 50%, si on prend ces paramètres et qu'on les met dans le diagramme de Mollier, on se rend compte que le risque de condensation est présent à partir du moment où vous avez une température superficielle de l'ordre de 9 degrés Celsius. Donc, si vous avez un simple vitrage existant dans ces conditions-là, eh bien, vous allez avoir une température dans des conditions extrêmes qui correspondent à moins 10 degrés extérieurs. C'est vraiment des conditions très extrêmes. On va avoir une température au niveau de la feuille de verre côté intérieur qui sera négative. Et donc, le risque d'avoir de la condensation est évidemment très importante. C'est pour ça que sur ces éléments-là, on retrouvait systématiquement une petite rigole de reprise de cette eau de condensation et une évacuation de cette eau de condensation. Si on prend l'exemple du survitrage, on remarque qu'on est juste à la limite à cet endroit-là. Et on remarque que sur le verre existant, eh bien, en pratique, on va retrouver une température qui sera aussi négative. Et donc, il faut impérativement qu'au niveau du survitrage, l'étanchéité à l'air soit très très bonne pour ne pas avoir de problème de condensation trop importante dans cet espace entre le verre existant et le verre survitré qu'on vient rajouter. Pour un double vitrage où on a une adaptation au niveau du profilé, là, généralement, le double vitrage est assez performant et donc le risque n'est pas trop élevé. Et on voit que la température superficielle est aussi très, très importante côté intérieur. Donc là, situation avec peu de risque. Et si on vient doubler côté intérieur, eh bien, pour le double vitrage vraiment spécifique intérieur, il n'y a évidemment aucun problème. Par contre, on se retrouve avec un petit risque ici de condensation sur la feuille de verre existante et extérieure. Et donc ça, en pratique, pour éviter d'avoir, et c'est un peu la conclusion pour les risques de condensation, donc ici dans le cadre des doubles fenêtres, pour éviter d'avoir ces fuites d'air dans la cavité, il faut obligatoirement avoir, et c'est le principe de la double barrière d'étanchéité, une étanchéité à l'air côté intérieur qui est très très bonne. Et si on veut balancer et limiter vraiment les risques d'avoir de la condensation, l'idéal, c'est d'avoir une légère ventilation, donc un petit trou de 3 mm qui est fait à 2-3 endroits, je vais dire, dans le châssis extérieur existant, pour permettre justement d'avoir ce balancement et limiter les risques de condensation de ce côté-là. Hein, donc ça, c'est la proposition qu'on fait. Et pour le survitrage, eh bien, le raccord étanche entre le vitrage et le cadre de la fenêtre est fondamental. Donc j'en parlais il y a quelques minutes. Voilà, de mon côté, moi j'ai terminé la présentation. Merci beaucoup, Gilles, pour ta présentation. Alors, il y a quelques questions je vais te poser les questions qui sont survenues lors de ta présentation. Quelles sont les gammes de prix au mètre carré pour le placement des différents types de nouvelles fenêtres et murs rideaux? Est-ce que tu aurais une idée? Pour être franc, non. J'ai pas la moindre idée. C'est vrai qu'au CSTC, on est un petit peu déconnecté par rapport à tout ce qui est prix. Donc ça, c'est plutôt des questions à voir avec les fabricants en direct ou avec des poseurs et des entreprises qui peuvent faire l'intermédiaire. Mais moi, je n'ai pas de bordereau avec les prix.
qui soit repris là derrière. D'accord. Donc, j'ai une autre question. Pour le verre sous vide, super mince, il faut prévoir combien d'espace dans la feuillure? Alors, généralement, les verres sous vide, hein, et il y a les produits AGC, Fineo qui existent par rapport à ça. On retrouve généralement des épaisseurs de verre de l'ordre de 6, 7, 8 mm. Donc, ce sont des épaisseurs de verre qui correspondent pratiquement à ce qu'on avait au niveau du simple vitrage. Enfin, je dis pratiquement, ce n'est pas tout à fait le cas, mais entre un double vitrage sous vide et un double vitrage classique, on va être pratiquement à 24 mm, 25 mm d'épaisseur. Mais évidemment, on a quelque chose qui est beaucoup plus fin et donc ça cadre assez bien effectivement avec la rénovation sans avoir un impact trop important effectivement là derrière. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Comment traiter les châssis courbés avec vitrage courbé? Point d'interrogation. En pratique, donc là, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est possible au niveau du cintrage, c'est de faire des faux cintrages plutôt dans le châssis et d'avoir un vitrage qui est rectangulaire là derrière. Si c'est l'idée d'avoir vraiment un verre qui est courbé, là en pratique, oui, j'ai pas une solution toute faite non plus à proposer là derrière. Il faut voir un petit peu au cas par cas. S'il y a un exemple spécifique, on peut éventuellement nous le transmettre et on peut regarder peut-être par après ce qui est possible de ce côté-là. J'ai cru comprendre que pour le Fineo, il fallait plus de 1,5 cm d'espace dans la feuillure. Est-ce bien cela? Non, il me semble qu'on peut avoir moins. C'est 7-8 mm la dernière fois que j'avais vérifié chez eux, mais bon, c'est peut-être à vérifier effectivement chez le fabricant, chez AGC directement. Alors, une autre question. Quel est l'impact des volets intérieurs sur la performance énergétique? Ça, c'est une bonne question. On ne l'a pas étudié vraiment de manière spécifique, mais grosso modo, ça va, à mon avis, plus ou moins correspondre aux mêmes performances qu'un volet extérieur. Donc, l'idée de base, je ne l'ai pas expliqué, mais dans le cadre du volet, là où on essaye de gagner des calories et limiter la déperdition, c'est évidemment quelque chose qui est plutôt lié à la période de nuit où on a la température la plus faible côté extérieur. Et donc, ça n'a pas directement un lien spécifique avec l'impact énergétique ou le gain énergétique qu'on peut avoir en valeur positive. Hein. Donc, ce n'est pas du tout ce point-là, mais donc les valeurs vont être sensiblement les mêmes, à mon avis, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur.